Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Il n'aura pas fallu attendre longtemps après l'attentat de Tunis pour que le régime algérien propose aux Tunisiens de les faire profiter de son expérience en matière de lutte contre le terrorisme. Il reste à savoir néanmoins de quelle expérience au juste il est question, puisque en la matière, celle du régime algérien, et plus particulièrement celle engrangée par le DRS, est en effet particulièrement riche en compétences diverses. Il s'agit juste de savoir sous quel angle l'appréhender. Est-ce que cette aide est de la même nature que celle apportée au président Kadhafi aussitôt que son peuple a commencé à sortir dans la rue? Est-ce que cette aide sera la même que celle consentie à Bachar el-Assad dès les premiers jours de la contestation pour l'éclairer sur les subtilités du terrorisme pédagogique, sur les méthodes de création et de manipulation des groupes djihadistes, sur les techniques qui permettent de se construire une grosse réputation de rempart contre le péril djihadiste? Cette expérience que le régime algérien propose donc aux Tunisiens est pour le moins étrange. Et le fait que cette grande expérience leur soit reconnue par les Américains eux-mêmes ne l'en rend que plus suspecte encore. Dans ces eaux-là, en matière de grande expérience, justement, de lutte contre le terrorisme, le plus grand exploit réalisé par le DRS, et qui fut salué comme un signe de très grand professionnalisme, fut la création de l'AQMI et son adoubement par Ayman Zawahiri en personne. Ayman Zawahiri qui était le numéro 2 d'Al-Qaïda. Ayman Zawahiri, pourtant rompu à l'infiltration et qui s'est fait avoir comme un bleu. Les Américains qui avaient enrôlé des généraux algériens dans des opérations diverses et variées, connaissaient très bien la technique du DRS qui consiste à créer des groupes terroristes comme les JIA, fameux JIA, puis à les utiliser contre les populations civiles. C'est ça le terrorisme pédagogique. Au moment où les Américains envisagèrent d'installer l'Africom au Sahel, ils exprimèrent la demande à leurs amis du DRS de faire le nécessaire pour créer un climat propice à l'entreprise. Ils savaient bien que ceux-ci, leurs amis du DRS, étaient parfaitement capables de ce genre de mission, puisqu'ils les avaient déjà éprouvés dans des opérations internationales d'infiltration, dans le traitement et le retournement d'islamistes, dans leur enlèvement en Europe même, leur transport et jusqu'à leur torture ou leur discrète élimination quelque part dans le Sahara. La sous-traitance du DRS dans la lutte antiterroriste est un secret de polichinelle. Plusieurs hauts gradés américains, et y compris 2 secrétaires d'État, ont publiquement salué, je les cite, l'efficacité des forces de sécurité algériennes. Fin de citation. Une efficacité et une compétence tout à fait remarquables pour des techniques qui font appel autant à la création de groupes terroristes sous total contrôle qu'à la gigène, à la tronçonneuse et autres pinces coupantes. Et c'est ainsi, dans ce contexte de mise en route de l'Africom, et pour lui donner du grain à moudre, que le DRS, qui avait déjà infiltré très profondément le GSPC jusqu'à sa plus haute hiérarchie, demanda à celui-ci de changer d'identité, de devenir AQMI et de s'affilier à l'Al-Qaïda. Et c'est ainsi que le GSPC du DRS devint l'AQMI, l'Al-Qaïda du Maghreb islamique, avec la bénédiction de la plus haute hiérarchie de la nébuleuse islamiste. Les pays du Maghreb et du Sahel allaient découvrir, en l'espace de quelques semaines, que ce GSPC agonisant à l'époque, dont les membres parvenaient à peine à trouver de la nourriture et des abris de fortune, dont les émirs négociaient déjà une reddition généralisée, était devenu une force militaire organisée, puissamment armée,
doté d'un budget qui lui permettait de rouler carrosse en plein désert et de relancer sa politique de recrutement. L'AQMI était devenu subitement d'une telle puissance que même les chefs coutumiers Touareg et les gros contrebandiers du Sahel, les groupes de pression les plus influents dans ces régions, venaient faire acte d'allégeance aux émirs. Cet exploit-là, la transformation du JSPC en AQMI et son entrée dans la cour d'Al-Qaïda a définitivement consacré la grande expérience du régime algérien en matière de lutte contre le terrorisme. Mais d'autres prodiges du genre font florès dans le très riche curriculum vitae du DRS. Des prodiges dont nous ferons l'économie aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que les Américains ont officiellement exprimé leur grande admiration pour le rôle joué par Alger dans la lutte antiterroriste. Un rôle d'une redoutable efficacité dans la manipulation de la violence. Les Américains, comme la plupart des milieux occultes qui gèrent la peur mondialisée, ont été particulièrement sensibles devant la capacité des généraux algériens à infiltrer les groupes islamistes armés, à en créer d'autres à leur dévotion, à les lâcher contre les populations civiles pour les retourner contre les islamistes et en faveur des mêmes généraux qui apparaissaient désormais comme des sauveurs de la République contre la barbarie intégriste. Il faut dire qu'ils ont joué sur du velours et qu'ils n'ont eu aucun mal à trouver des légions entières d'abrutis illuminés, hypnotisés par des prêcheurs incultes qui leur promettent un paradis où coule l'hydromel et où les femmes sont d'éternelles vierges. Des illuminés qui ne se doutent pas une seconde qu'en se faisant sauter au milieu de civils innocents, comme ils le font en ce moment, ils réalisent exactement ce qu'attendent d'eux ceux qui les manipulent comme autant de marionnettes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Samir Abdallah, avocat et ex-ambassadeur de Tunisie à Beyrouth. Il nous parlera depuis Tunis. Iskandar Debbesh, défenseur des droits de l'homme, qui est à Paris. Et Reda Qazdagli, chercheur en communication, qui se trouve à Tunis. Samir Abdallah, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, que pensez-vous de cette offre de service, de cette coopération proposée par Alger aux Tunisiens? Tout d'abord, cher ami, nous avons notre propre expérience. La Tunisie n'est pas née aujourd'hui. Tout au long de 60 ans, à peu près, depuis l'indépendance du pays, la Tunisie a toujours consacré une image à travers la planète d'un pays stable, d'un pays où règne la sécurité. Et pratiquement, durant les 23 dernières années, la Tunisie n'a connu que 2 attentats isolés à Gerba suite aux événements du 11 septembre à New York, et l'attentat de Slimane qui a été étouffé dans l'œuf en l'espace de 24 heures. Donc nous avons notre propre expérience en matière de lutte antiterroriste, une expérience reconnue par le monde entier. Nous avons des corps d'élite, nous avions donc dans le passé et l'imparfait, donc des services de renseignement fiables. Et donc, pour la coopération internationale, vous savez très bien que le terrorisme devient une épidémie internationale. Il a frappé en Amérique, il a frappé récemment en France, un peu partout. Donc, c'est l'épidémie du siècle, des temps modernes. Et la Tunisie a toujours entretenu d'excellents rapports avec l'Algérie sœur. Et donc, bienvenue à cette coopération qui existe déjà. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a une coopération stratégique en matière de renseignement et de sécurité avec l'Algérie, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction. L'Algérie donc a acquis une expérience qui a bien réussi, une expérience notoire surtout en matière de renseignement, et donc c'est quelque chose de très efficace. Et c'est quelque chose qui profite à la sécurité, à la paix et à la stabilité des 2 pays. Vous dites nous avions des services de sécurité très fiables, et vous avez précisé nous avions, ça veut dire que vous ne les avez plus. Oui. Expliquez-nous un peu pourquoi vous ne les avez plus et pourquoi vous ne les avez pas maintenant. Parce que suite aux événements
du 14 septembre, on n'a pas abattu un régime ou l'ancien président Ben Ali, on a abattu l'État. Les premières mesures qui ont été prises donc quelques mois après, c'est la dissolution des services de renseignement tunisiens, sous le prétexte fallacieux que c'était la police politique, et donc on a rendu l'État aveugle, on a même limogé les gardiens des montagnes, on a donc dissous les comités de quartier, donc le général chef d'état-major Rachid Ammar à la télé tunisienne l'a dit, nous sommes un État sourd et aveugle, nous ne voyons rien, et donc la Tunisie vit grâce l'Awliya Salihin, donc les mausolées et au Traptoun se schoun, le sol de la Tunisie est chaud. Nous sommes arrivés à ce point-là parce que on s'est attaqué à l'État, on a démoli l'État, le cœur de l'État, qui sont les services de renseignement, et heureusement maintenant donc ces services reprennent leur santé, leur fiabilité progressivement. Samir Abdallah, le terrorisme étant la chose, si je peux me permettre, la plus manipulable qui soit. À votre avis, qui serait derrière ce qui se passe en ce moment, ces attentats terroristes, 3 en une année, qui ont eu lieu particulièrement sanglants, qui ont eu lieu en Tunisie? Non, c'est une réalité, le terrorisme. Donc avant-hier, on s'est attaqué donc à notre corps d'élite, donc la fierté du pays qui est la garde présidentielle, et en plein cœur dans le sanctuaire de Tunis, à 2 pas du ministère de l'Intérieur, du ministère du Tourisme et des banques. Avant ça, donc on s'est attaqué au tourisme tunisien qui est la première ressource du pays en devise, pratiquement nous n'avons plus. Donc on s'est attaqué à l'économie, à la sécurité, à la stabilité, et maintenant du terrorisme de montagne, on est arrivé au terrorisme de ville, et pire, donc au sanctuaire de la capitale, comme je vous l'ai dit, à 2 pas du ministère de l'Intérieur. C'est un complot contre la Tunisie, contre la nation tunisienne, contre l'État tunisien. Donc on s'est attaqué à l'économie. Faut monter par qui, selon vous? Faut monter par qui? Lancer tous les rapports fiables, rapports fiables, publiés partout par des centres stratégiques très fiables, en France, en Amérique, en Angleterre. C'est le Qatar, la Turquie et l'Arabie Saoudite qui sont derrière ce complot. Parce que le terrorisme, il vit et il survit grâce à une nébuleuse d'associations soi-disant caritatives, Jam'iyat Khayriya, qui reçoivent un flot d'argent en devises. C'est le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie qui le dit. Ce sont des centaines d'associations qui ont été créées après ce 14 janvier et qui servent de paravent au terrorisme. Mais est-ce que ce n'est pas de la simplification dire que le Qatar, la Saoudie est... Cher ami, oui. C'est le sang qui coule à Tunis, c'est le sang qui a coulé au Bardo, au musée de Bardo, c'est le sang qui a coulé à Sousse, ce n'est pas une vue d'esprit, cher ami. Non, je parle des commanditaires, de ceux qui sont derrière, qui tirent les ficelles. Comment pouvez-vous être d'une telle certitude, désigner ainsi des partis qui, je ne dis pas que ce ne sont pas elles, mais j'aimerais vous entendre argumenter. Le coup d'avant-hier a été réclamé officiellement par Daesh et a publié la photo donc du kamikaze. Et donc tout le monde connaît que Daesh c'est une sous-création donc de certains régimes du Golfe et parrainé même par l'Amérique, soi-disant pour libérer donc la Syrie, pour instaurer les libertés et la démocratie en Syrie. Mais finalement, on s'est attaqué à une civilisation et on a réduit un grand pays comme la Syrie à des cendres. Restez avec nous, Samir Abdallah. J'accueille à présent Iskandar Debbash. Iskandar, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Jamal. Bonsoir. Alors, Iskandar, vous êtes donc un ancien officier de l'armée algérienne. Vous êtes un défenseur et un militant des droits de l'homme, un opposant au régime d'Alger. Et vous écrivez aussi, vous étiez journaliste. Alors, dites-nous un peu votre avis concernant cette offre de service que fait Alger à Tunis. D'abord, si Jamal, j'aimerais juste entre parenthèses commencer par saluer mes amis tunisiens. Merci. Qui viennent, de par leur accession pacifiquement à la démocratie, ont donné pratiquement une leçon de civilisation à la planète entière. Pas seulement au Maghreb, pas seulement à l'Afrique, pas seulement au tiers-monde, mais à la planète entière.
Et donc j'aimerais beaucoup les féliciter pour ça, les remercier et les saluer en même temps. Maintenant, pour répondre avec votre question, Si Jamal, moi je vois deux cas de figure. D'abord, vous avez commencé par décrire le DRS et vous avez bien fait. Ce à quoi j'ajouterai cependant, vous avez pratiquement presque tout dit, hein, mais j'ajouterai juste une petite chose, c'est que le DRS est passé maître dans l'art de louvoyer entre la France-Afrique et l'Africom. Et pour ça, justement, il est devenu, par la force des choses, il est devenu un peu le bon élève de la France-Afrique. Vous savez, autrefois dans les petites classes, à l'école primaire, on avait toujours un élève un peu fraillot, et qui était là pour servir l'instituteur, c'est-à-dire que l'instituteur chargé de surveiller les autres élèves pendant qu'ils sortaient pour aller satisfaire un besoin pressant ou autre. Et donc il y avait toujours cet élève-là qui était l'élève de service qui était là pour surveiller les autres. Et c'est justement ce rôle un peu minable auquel est confinée l'Algérie aujourd'hui vis-à-vis des pays limitrophes. Le Maroc, c'est un morceau qui est un peu trop gros pour les services algériens et un peu trop complexe aussi. Mais pour des pays comme la Mauritanie, notamment comme le Mali, le Niger, et pourquoi pas la Tunisie, justement, entre autres, et la Libye, bien sûr, sans l'oublier. Donc, l'Algérie est confinée à ce rôle. Elle est passée spécialiste par la force des choses, elle est passée spécialiste dans la déstabilisation, dans la gestion de la terreur, etc., et tout ce que nous connaissons là-dessus. Maintenant, pour parler de déstabilisation, les services algériens, notamment le DRS, sont passés maîtres justement dans l'art de déstabiliser les pays limitrophes. On se souvient du Mali, comment l'ancien président Amadou Toumani Touré a été destitué à l'instigation des services algériens, c'est-à-dire par ses propres officiers, à l'instigation des services algériens, pour ensuite y envoyer des groupes pseudo-subversifs très liés au DRS, dont notamment celui de Mokhtar Belmokhtar, etc., pour occuper le Nord Mali et déstabiliser le reste du pays, pour permettre l'intervention militaire française, qui a envoyé plusieurs régiments de la Légion étrangère, notamment, et un régiment, notamment, c'était des forces spéciales, liées aux forces spéciales. Notamment le commandement aux opérations spéciales qui s'est installé là et qui a maintenant, c'est-à-dire pratiquement le pouvoir de contrôler tout l'espace malien. Eh bien, pour la Tunisie, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ils y vont graduellement, petit à petit, par petites opérations. Notamment, il y a eu celle de l'opération de Sousse, et puis bien avant, je crois qu'il y a eu une autre opération. Et maintenant, on arrive de plus au cœur du système, c'est-à-dire vraiment au cœur du système tunisien. C'est-à-dire, on touche directement les services tunisiens. Oui, mais là, Iskandar, je vous laisse la responsabilité. Est-ce que vous suggérez que les services algériens seraient derrière ces attentats? Absolument. C'est très grave. Ils ont la haute main, ils en ont l'exclusivité, avec l'autorisation de la France-Afrique, bien entendu. Parce que sans l'autorisation dans quel but, Iskandar? Quel serait à partir du moment où la Tunisie, en principe, elle ne fait pas de vagues par rapport aux voisins, aux grands frères algériens, pourquoi sa déstabilisation arrangerait-elle le régime algérien? C'est pas le régime algérien que cela arrange. Le régime algérien est en train de jouer en fait qu'un rôle de bout de feu dans l'affaire. D'accord. C'est un homme de main. Il est en train de jouer le rôle d'un homme de main. Oui, mais la Tunisie, en principe, elle n'est plus entre les mains d'islamistes. Elle a changé de main, de façon très démocratique d'ailleurs. Elle est censée s'orienter vers une Tunisie qui ressemble plus à l'Algérie de Ben Ali qu'à celle de Nahda. Donc, où serait le problème? Ce qui se passe, il y a Jamal, dans ce cas de figure, c'est que ça s'inscrit dans une géostratégie beaucoup plus vaste. En fait. Pourquoi? Parce que depuis quelque temps, en Méditerranée, il y a une nouvelle donne. C'est l'entrée de la Russie en Syrie. Je voulais dire la Tunisie de Ben Ali, je suis désolé pour le lapsus, un peu révélateur. Donc il y a une nouvelle donne, à savoir l'entrée de la Russie, l'entrée effective de la Russie dans le conflit syrien.
Oui. Et là, il y a toute une guerre de position qui est en train de se mener en ce moment, notamment en Méditerranée. Je reviens vers vous dans un moment, Iskandar. J'avoue que ne pas avoir très bien suivi votre raisonnement. J'espère que vous nous expliquerez mieux. Je reçois à présent Reda Kazdagli. Merci Reda Kazdagli d'avoir accepté notre invitation. Reda Kazdagli. Allô, merci. Merci à vous. Alors, vous êtes chercheur en communication et à ce sujet, je voudrais que vous nous parliez un peu de la façon dont les médias tunisiens ont traité de ces tragiques événements. Sachant, je vous vends ce qu'on m'a vendu, hein, je n'en pense rien particulièrement personnellement, que les médias tunisiens sont plutôt islamistophobes. Je ne dis pas islamophobes, hein, islamistophobes. Ils sont un peu contre l'islamisme, disons. Alors dites-nous. Voilà, je pense que en reprenant un peu ou en se rapprochant un peu des interventions précédentes, je veux positionner le fait tragique, l'attentat tragique d'avant-hier dans son contexte. Et c'est en le plaçant dans ce contexte qu'on peut réellement comprendre la qualité et la nature de la couverture médiatique et de l'approche communicationnelle adoptée jusqu'à ce jour, 3 jours après ce tragique événement. Il est vrai que dans une logique géostratégique, oui, la Tunisie est un point très sensible et est un point aussi très critique par rapport à ce qui se passe sur le plan régional et que approcher la Tunisie avec une idée sous-jacente de déstabiliser le pays, déstabiliser le processus démocratique encore fragile, pourrait jouer pour des intérêts sur un plan géostratégique et comme aussi pourrait amener à une situation incertaine pour l'avenir et sur un plan régional, mais sur un plan national, il est aussi important de noter que nous sommes dans une forme de crise politique à l'interne, de problèmes de différence de point de vue, différence de point de vue entre différentes fractions politiques. C'est dans ce cadre que lorsque l'événement a eu lieu, on n'a pas compris pourquoi la couverture médiatique s'est orientée d'une manière un peu orchestrée et un peu, je dirais même trop orchestrée vers une polarisation voulue pour accuser une partie de la société tunisienne, qu'elle soit de la société, de l'opinion publique éclairée ou de l'opinion publique politique. Laquelle partie, Reda Kazdagli, laquelle a été accusée? Précisez votre pensée. Toute partie qui adopte l'approche de l'identité arabo-islamique en Tunisie. C'est-à-dire comme si toute personne qui appartient à une association qualitative, comme toute personne qui fréquente la mosquée, toute personne qui exprime son point de vue selon cette approche est accusée totalement de manière directe et indirecte de ce qui s'est passé 3 jours auparavant. Ça veut dire, on l'accuse de quoi? On l'accuse d'avoir fomenté l'attentat ou on l'accuse d'être le terreau propice à... Oui. On l'accuse d'être responsable politiquement
et parfois on est allé même jusqu'à un stade d'exagération, en allant même jusqu'à créer le doute sur la personne du kamikaze en faisant une référence ou un soupçon de liaison entre ce kamikaze et le président d'un parti politique, essentiellement le parti Nahda, en la personne de Rachid El-Ghannouchi. Ceci n'est pas passé inaperçu par rapport à l'opinion publique. On a prêté une parenté du kamikaze avec... Oui, effectivement. Oui. Ils ont cité même le nom de la personne et aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur vient de confirmer que cette personne est autre que celle qui a été désignée par certains journalistes et certaines personnes dans leur intervention dans les plateaux télévisés ou dans les interventions radiophoniques ou même dans certains écrits. Donc maintenant, on se pose la question, est-ce que réellement, après ce qu'on a eu comme situation qui a été expliquée aujourd'hui même par le chef du gouvernement devant le Parlement, en parlant un peu de ce qui a été déjà réalisé comme opération de contre-attaque, réaction. Disons, non, de contre-attaque, c'est-à-dire d'élimination de cellules dormantes ou de cellules actives terroristes. Ça varie entre une trentaine qui étaient impliquées directement, une autre qui était impliquée d'une manière indirecte. Donc, après toute cette expérience qu'on a eue dans la lutte contre le terrorisme, et après ces tragiques événements qu'ont connu la Tunisie, c'est le troisième Je vais vous interrompre, Reda Kazdagli, pour un souci d'équité de répartition, dans la répartition du temps d'intervention. Je vais vous interrompre et je reviendrai à vous pour vous permettre de finir dans votre démonstration. Samir Abdallah, qu'est-ce que vous pourriez répondre à Reda Kazdagli qui dit que, d'une façon générale, les médias sont braqués contre tous ceux qui... il ne dit pas islamistes, il dit tous ceux qui rappellent cette identité arabo-musulmane, jusqu'à des gens qui fréquentent les mosquées, jusqu'à des gens qui ont des associations caritatives. Ça veut dire c'est haro sur le baudet, c'est agiter l'épouvantail. C'est vrai, il y a eu au niveau médiatique une focalisation sur le parti islamiste Nahda et ça s'explique. Ce ne sont pas de simples accusations infondées. Nahda assume clairement et à l'évidence une responsabilité politique. Je dis bien politique et non pas pénale. Une responsabilité politique parce que Nahda a assumé le pouvoir durant 3 ans. Et lorsque... Pas seul, Samir Abdallah. Elle n'a pas assumé le pouvoir seul. Mais c'était le parti dominant. Le Premier ministre, c'était Hamad Ijbeli de Nahda, puis Ali Laraïf de Nahda. Donc c'était le numéro 1, le numéro 2 après Rachid El-Ghannouchi. Donc la réalité du pouvoir, l'essentiel du pouvoir était entre les mains de Nahda. Et Monsef Marzouk, qui occupait la présidence de la République, est appelé par la majorité des Tunisiens Tartour, c'est-à-dire un homme sans pouvoir. Donc c'était la réalité, donc personne ne peut la nier. Donc au départ, lorsqu'il y a eu des révélations sur l'existence de terroristes à Chambi, Ali Laraïf, ministre de l'Intérieur, et son porte-parole, Khaled Tarrouche, est sorti sur les médias pour dire que ce sont des gens qui faisaient du sport. Vous m'avez écouté? Oui, on vous écoute. Qui faisaient du sport. Vous parlez des terroristes. C'est un fait établi. Et par la suite, lors de l'attentat contre l'ambassade américaine, lorsque des salafistes et des extrémistes ont pris d'assaut l'ambassade américaine, on a laissé faire. Abu Iyad, le grand terroriste Abu Iyad, on l'a laissé... Attendez, Samir Abdallah, s'il vous plaît. Excusez-moi de vous interrompre.
C'est juste pour amener les choses à leur véritable sens. Quand vous dites l'attaque contre l'ambassade et vous dites on a laissé faire et vous répétez 2 fois, on a laissé faire, on a laissé faire. Vous voulez dire que Nada a laissé faire l'attaque contre les Américains? Donc, non, parce que finalement, Ali Laraïd a dit sa célèbre phrase on les a attendus de devant, ils sont arrivés de derrière. C'est ça, parce que finalement, nous avons une police efficace qui est capable d'encercler et de sécuriser l'ambassade. L'ambassade a été mise à feu, cher ami, durant 2 heures ou 3 heures. Et ce sont des faits établis. Il y a eu un procès là-dessus. Et c'est le tribunal qui a établi cette vérité. Ce n'est pas moi. Donc je vous donc transmets des vérités qui sont transcrites dans des dossiers judiciaires qui sont jugés par le tribunal et ces gens-là ont été condamnés. Donc il y a eu une accumulation de faits et en plus de ça, le problème de fond, c'est que du temps des islamistes, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils sont toujours, entre parenthèses, au pouvoir parce qu'il y a une alliance entre Nida Tounes et Nahda, ils partagent le pouvoir ensemble avec des autres partis. Donc il y a une pépinière qui est favorable au terrorisme à travers, par exemple, en laissant libre, en donnant le champ libre à ces apôtres et à ces théoriciens du terrorisme tels que Wajdi Ghanim et tels que les apôtres du terrorisme des pays du Golfe qui tenaient des conférences, qui se promenaient dans les quartiers populaires pour faire ce grand travail de sape, de lavage de cerveau, même pour des gamines de 6 et 7 ans. C'est ça la réalité amère de notre pays, s'il vous plaît. Je vous parle ici indépendamment de toute appartenance politique, mais en tant que patriote tunisien, et voilà le résultat. Maintenant, on s'est attaqué au tourisme, alors que la Tunisie recevait pratiquement une moyenne de 7 millions de touristes par an. Maintenant, la Tunisie est une destination rouge. Et les pays du monde déconseillent à leurs ressortissants de se diriger vers notre pays. C'est ça la réalité amère. Donc c'est une accumulation de politiques qui a affaibli l'État, les structures de l'État. Par exemple, je vous ai cité lors de ma première intervention Mohamed Ben Salem, l'ancien ministre de l'Agriculture de Nahda. Qu'est-ce qu'il a dit? On a remplacé les gardiens soi-disant parce qu'ils appartenaient au parti au pouvoir, les gardiens des montagnes, et on les a remplacés alors que ces gardiens sont formés professionnellement pour cette mission et servaient d'antenne de sécurité pour l'État. Restez avec nous, Samir Abdallah. Iskandar Debech. Donc, vous n'êtes pas au fait, j'imagine, de la réalité tunisienne comme nos 2 amis qui sont avec nous aujourd'hui. Et donc j'aimerais vous voir continuer sur ce que vous nous disiez tout à l'heure, nous expliquer un peu mieux, parce que c'est tellement complexe, ce rôle un peu trouble des services algériens dans la gestion du terrorisme. Oui, il y a Jamal, et puis il y a justement vous savez, ces faits malheureux d'actes terroristes sont sujets à diverses interprétations. Et là, nous essayons d'analyser justement en fonction des éléments dont on dispose. Or, il y a un autre cas de figure et qui me paraît à moi le plus plausible puisqu'il justifierait la proposition algérienne vis-à-vis de l'État tunisien, à l'égard de l'État tunisien. C'est que voilà ce qui se passe. On sait ce qui se passe actuellement en Algérie avec cette dérive autoritaire et qui s'inscrit comme une sorte de fuite en avant autoritaire avec l'arrestation de militants de droits humains ou l'arrestation de blogueurs ou comme notre ami Hassan Boras notamment qui se trouve à plus de 50 jours d'arrestation arbitraire, de détention arbitraire je veux dire. Et donc, il y a cette fuite en avant arbitraire en Algérie, accompagnée de velléités de gouvernance par un clan qui semble prendre en otage le président de la République, qu'on ne voit plus depuis des lustres, d'ailleurs. Et donc, juste à côté, il y a cette démocratie tunisienne qui est en train de leur faire de l'ombre. Et qui les empêche de respirer. Et qui les empêche C'est un mauvais exemple, vous voulez dire?
c'est le mauvais exemple pour eux, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Qui les empêche de faire la fête tout seul, en rond, etc. Donc, et là, il y a justement d'où ce besoin de déstabiliser la Tunisie pour la mener à s'imposer à elle-même un régime un peu plus autoritaire, qui ferait beaucoup plus couleur locale. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 je vois très bien, très bien. Voilà. Mais, et donc, mais à ce point de cynisme, le DRS aujourd'hui, tel qu'on l'a toujours connu, avec les chefs qui étaient les siens, n'existe quasiment plus. Il a été complètement refondé, même s'il reste à sa tête le principal général, le fameux Tartak. Mais sinon d'une manière générale, ce DRS-là, qui était capable de telles entreprises de subversion, n'existe quasiment plus, à votre avis. Qui serait derrière? Il n'existe plus, mais il y a les services, les anciens services du DRS, notamment ceux qui composaient l'organique du DRS, qui ont été récupérés par la DCSA de l'ANP. Ça veut dire la réorganisation a eu lieu, mais les fonctions et les capacités demeurent intactes. Les capacités de nuisance demeurent intactes, Jamal. D'accord. Eh ben, vous m'en direz tant. On connaît maintenant le rôle de l'Algérie, c'est-à-dire qui est devenu un pays dangereux pour les pays limitrophes. Moi, j'aimerais Iskandar Debech apporter une petite précision. Plutôt que de dire le rôle de l'Algérie qui est devenu un pays dangereux, je préférerais dire le rôle du régime algérien qui est devenu dangereux. Oui, absolument, absolument. Excusez-moi pour ce lapsus. Donc, je veux dire le rôle du régime algérien qui est devenu dangereux pour les pays limitrophes à l'Algérie. D'accord. Eh ben, écoutez. J'ai décrit tout à l'heure comment ça s'est passé au Mali, comment la déstabilisation du Mali s'est faite pour permettre l'intervention de l'armée française dans ce pays. Et maintenant, on essaye encore de déstabiliser la Tunisie. Je reviendrai à vous tout à l'heure, Iskandar, pour vous demander, par rapport à votre expérience, ce que devraient faire les Tunisiens pour se prémunir. Je reviens à Reda Kazdagli. Reda Kazdagli, Samir Abdallah abonde dans votre sens lorsque vous dites que les médias, d'une façon générale, ciblent systématiquement les mouvances islamistes. Vous dites, vous, y compris les musulmans d'une façon générale pratiquants. Mais il semble justifier, légitimer en quelque sorte ce genre d'attitude, puisque d'après lui, ce milieu d'Al-Nahda notamment serait une pépinière favorable au terrorisme, des apôtres du terrorisme, d'un certain terrorisme venu du Golfe, et il semble suggérer que les islamistes de Al-Nahda seraient la principale cause, il ne le suggère pas, il le dit, la principale cause politique de ce qui se passe en ce moment. Tout d'abord, je ne suis pas le porte-parole du Nahda, donc je vais intervenir en tant qu'indépendant. Absolument, vous êtes un observateur. Ayant eu l'expérience de travailler avec la Troïka et avec Nahda, et j'en suis fier. Et juste pour préciser un point, et là il faut le dire clairement, j'ai mentionné qu'il y a une orchestration, cette orchestration et cette responsabilisation politique de la Troïka s'inscrit dans une logique de guerre interne entre des fractions du parti UNIDER, et dans deux fractions, une fraction qui a une tendance qui a une tendance exclusive et qui tend à faire tomber tout projet, le projet actuel de rapprochement entre Nahda et NIDER dans le gouvernement actuel, dans le sens de reprendre les rênes de pouvoir avec une autre logique. Il y a cette tendance qui est représentée par une tendance choc bien connue dans le NIDER et qui est alliée à des politiques connues par l'opposition, soit qu'il était les agents de l'ancien régime, et on voit un peu même dans la déclaration les événements du 14.
On ne parle même plus de la révolution. Les événements du 14 janvier, comme si on l'inscrit dans un événement anodin, comme ça, qui s'inscrit d'une manière comme un fait dans l'agenda de l'an 2011. Et puis, de l'autre côté, il y a une autre partie qui veut que le pays s'inscrit dans une logique de paix sociale, de paix politique, pour sortir de la crise actuelle et pour arriver à sauver la Tunisie de tout ceci. Moi, je commence à être réellement douteux de cette exploitation massive et mal intentionnée de certains politiques, de certains journalistes, de certaines parties corrompus qui veulent, par cette orchestration, mener la Tunisie vers el fitna, vers l'instabilité, qui veulent exploiter tout fait terroriste en leur faveur avec une mobilisation de tous les médias. Là, vraiment, j'en doute de la sincérité. Tout ce que vient de dire l'intervenant de Tunis, il vient de le dire avec un agenda clair qui était, comme par hasard, repris par multiples autres chefs de partis politiques et aussi dans tous les plateaux. C'est d'une manière, alors là, très mafrouha, très déclaré, et je ne peux dire que nous sommes dans un choix où qu'on soit orienté vers la démocratie, vers la paix sociale, vers l'unité nationale, ou alors on va être amené par cette instrumentalisation. Justement, Reda Kazdagli. Situation de chaos, et ce n'est pas pour l'intérêt de la Tunisie, ce n'est pas pour l'intérêt du pays. Ce n'est que très grave, ce n'est qu'une manière de encore fragiliser notre pays dans son environnement. Mais justement, Reda Kazdagli, excusez-moi de vous interrompre. Vous parlez d'unité du pays. Ce que nous constatons, et vous venez de le confirmer, Samir Abdallah aussi vient de le confirmer à sa manière, c'est que pendant que les gens de la mouvance islamiste, j'essaie d'être très objectif, je n'ai personnellement pas de parti pris, pendant que les gens de la mouvance islamiste montrent à l'évidence qu'ils essayent d'aller vers les autres, d'aller vers un consensus, de faire front avec tout le monde pour essayer d'aller vers une vraie transition démocratique. Les gens de l'autre côté, notamment ceux de l'ancien régime, dont la presse est partie prenante, il faut le reconnaître. De nombreux journalistes tunisiens étaient journalistes du temps de l'ancien régime. Et donc, il y a comme un refus pour les uns de marcher avec les islamistes au moment où les islamistes et la mouvance islamiste d'une manière générale, les terroristes exclus, veulent aller vers une vraie harmonie, vers un vrai accompagnement les uns par les autres. Oui, je confirme, parce que réellement, il y a maintenant cette tendance à torpiller cet agenda, à torpiller ce rapprochement et à reprendre d'une autre manière, à prendre revanche même politique des choix qui ont été pris après les dernières élections. Jusqu'à maintenant, on ne pardonne pas à la présidence à une partie du NIDER d'être allé dans cette logique. Moi, ce qui m'amène réellement, ce qui me fait peur, ce n'est pas ces rivalités internes politiques, c'est dans la logique même de la démocratie. C'est tout à fait normal. Mais cette instrumentalisation est très grave. On veut nous amener à une forme de panique. On veut maintenant nous amener à accepter la radicalisation contre les libertés. Et la Ligue des droits de l'homme a été très attentif à cette tendance très grave, et elle a publié aujourd'hui un communiqué dans lequel elle attire l'attention à la gravité d'un virement vers cette tendance. Donc, merci Reda Kazdagli, je suis obligé de vous interrompre. Votre temps d'intervention, de parole est terminé. Je reviens à Samir Abdallah. J'imagine que vous voulez répondre.
Samir Abdallah. Allô, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute et j'imagine, je vous disais que certainement vous voulez... Oui, je vous en prie. J'espère bien que vous me donnez le temps. Vous aurez le même temps que les autres invités. Les deux autres intervenants, s'il vous plaît, parce que c'est pour la deuxième fois que je suis vraiment... Samir Abdallah. Faire la même remarque. Samir Abdallah. Samir Abdallah. Et je vous adore personnellement. Samir Abdallah, je vais vous répondre. Qui m'est imparti. Samir Abdallah, excusez-moi, je vais vous répondre. Vous savez ce que nous allons faire? À la fin de l'émission, je vous demanderai d'aller chronométrer votre temps de parole et vous verrez qu'il sera rigoureusement le même que les autres. Je vous en prie. Merci pour votre gentillesse. Je vous en prie. Donc j'ai une première précision tout d'abord. Oui. C'est vraiment une contre-vérité. Alors là, une contre-vérité de parler d'ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes ou d'ingérence des services de renseignement. Vraiment haram. Haram parce que depuis Bourguiba, l'État tunisien, c'est un État souverain qui est fier de son indépendance et fier de l'indépendance de sa décision nationale. La coopération avec l'Algérie de tout temps a été une coopération transparente sur les plans économiques, sur le plan sécuritaire, sur le plan éducationnel, universitaire et tout ça. Donc c'est une coopération parce que c'est dans les deux sens. La Tunisie en même temps fournit des renseignements parce que nous avons pratiquement 1000 kilomètres de frontières communes avec l'Algérie et ça. Donc, et après le 14 janvier, nous n'avons pas trouvé ni le G8, ni la France, ni l'Amérique pour nous aider sur le plan économique. Nous avons trouvé l'Algérie qui nous a accordé des crédits pratiquement à des taux d'intérêt zéro. Et c'est une vérité. Et tous les Tunisiens, les experts économiques tunisiens vous le disent, cette vérité. Deuxième précision que je veux donc émettre et formuler concernant la responsabilité de Nahda. Vous revenez à mes propos. Je n'ai pas dit Nahda est la cause principale. J'ai dit que Nahda assume une responsabilité politique objective à cause d'accumulation d'erreurs que j'ai énumérées lors de mes interventions. Ensuite, je veux poser une question. Qui est responsable de l'exportation de 5000 Tunisiens qui se trouvent en Syrie, qui égorgent 5000 terroristes? Qui est le responsable en quel temps ils sont allés en Syrie? C'est du temps de la Troïka, mon cher ami. C'est du temps de Nahda. Samir Abdallah, je vais être obligé de vous interrompre. Vous êtes au même temps que Reda Kazdagli. Il reste Iskandar Debech qui est un peu loin derrière. Iskandar Debech, je voulais vous demander, avec votre expérience de la crise algérienne, de la tragédie algérienne, qu'est-ce que vous conseilleriez aux Tunisiens pour aller vers le mieux plutôt que vers le pire? Ce que je conseille, bon, je suis mal placé moi pour conseiller les Tunisiens parce qu'ils sont les seuls à savoir ce qui leur convient. Mais moi, je leur conseillerais plutôt de se tenir un peu loin des services algériens, du régime algérien notamment. J'aimerais à cela préciser une chose, à l'intention de M. Abdallah, que j'estime beaucoup du reste. Bon, je comprends sa réaction, c'est la réaction d'un diplomate. Mais je n'ai pas parlé d'ingérence algérienne, j'ai parlé de tentative d'ingérence algérienne. Parce que là, je comprends que la Tunisie soit un pays, de par sa démocratie, assez fort pour ne pas se laisser intimider, ni se laisser manipuler par n'importe qui. Mais c'est-à-dire, je réitère mes propos et je mets l'accent justement sur le rôle déstabilisateur régional de l'Algérie en ce moment, dans la région. Et voilà. Merci Iskandar, vous m'excuserez de vous avoir donné un peu moins de temps que nos invités et amis et frères tunisiens, à charge de revanche. Merci à Samir Abdallah, merci à Iskandar Debech, merci à Reda Kazdagli. Avant de vous quitter, j'aimerais juste vous dire qu'on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les bonnes intentions du régime algérien de faire profiter les Tunisiens de son expérience dans la lutte contre le terrorisme seraient d'autant plus appréciables s'il nous disait comment il a pu stopper le terrorisme en Algérie de la façon qu'on sait, comme un arbitre qui siffle la fin de la partie. Ces intentions seraient d'autant plus bienveillantes, j'allais dire, s'il pouvait nous donner des détails précis, par exemple,
pourquoi il continue de garder dans des lieux secrets d'ex-émirs terroristes alors qu'ils sont recherchés et condamnés par contumace par sa propre justice. S'il pouvait laisser des enquêteurs indépendants de son contrôle faire la lumière sur certains assassinats, comme celui des moines de Tibhérin, sur les milliers de disparitions forcées, sur les carnages collectifs, comme ceux de Ben Talha, entre autres, ce serait bien s'il pouvait nous faire profiter de son expérience en ne glissant rien sous le tapis. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Salam alaikum. Slama.